Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Sec et pauvre en eau, les prochains mois seront marqués une nouvelle fois par la sécheresse en France, un phénomène contre lequel essaient de s'adapter les collectivités et les sites touristiques. La chasse à la fuite d'eau est lancée, comme nous le montrerons Vosges TV et Via Occitanie dès le début de ce journal. Sauvage mais comestible. La rédaction Moselle TV nous emmènera, elle, en balade en forêt à la découverte de ces nombreuses plantes sauvages que l'on peut cuisiner. De précieuses astuces culinaires avec le retour des beaux jours. Et puis vous en mangerez beaucoup, c'est certain cet été. Les planches apéritives font toujours recette auprès des Français. Rencontre dans ce journal avec le vice-champion de France en la matière, un militaire, et oui, reconverti en fromager, un sujet de TVR à Rennes. Et puis en fin de journal, nous prendrons un grand bol d'air frais dans la baie de Somme, là où se côtoient une faune et une flore exceptionnelles, comme nous le montrera OEO TV, la chaîne de la Voix du Nord et du Courrier Picard en fin de journal. Voilà, de l'eau comme s'il en manquait. Les prochains mois, je vous le disais dans les titres, seront secs un peu partout en France. Face au manque de pluie qui s'annonce égal voire supérieur à l'an passé, les collectivités tentent de réagir en amont de la période estivale. Et pour ce faire, la chasse aux fuites est lancée. Exemple dans les Vosges, où des travaux pour remplacer des canalisations fuyantes sont actuellement en cours. Objectif, éviter au maximum le gâchis de l'or bleu. Un sujet de Thierry Lasson, regardez. Aux grands mots, les grands remèdes. Les travaux de renouvellement des canalisations sont un des moyens activés pour lutter contre la sécheresse. Sachant que l'année 2022 restera comme la plus chaude jamais enregistrée à ce jour en France. On estime à 20% la perte d'eau potable sur la même période à cause des fuites, jusqu'à 35% dans les Vosges. En octobre dernier, l'agence de l'eau Rhin-Meuse a mis en place un plan d'aide dans le Grand Est. Quelques 40 millions d'euros sont mobilisés jusque fin 2023. Sur les 200 km du réseau du syndicat, 20 sont concernés par des fuites. Coût total des réparations, 7 millions d'euros, dont 80% pris en charge par l'agence et le conseil départemental. Aujourd'hui, avec la loi qui évolue, notamment par rapport à la sécheresse, on demande à ce que les syndicats aient des taux de rendement qui soient de 85%. C'est ce qu'est l'objectif à atteindre. Nous, on vend 550 000 m3 d'eau, donc vous voyez 85%, en gros plus de 450 000 m3. Ici, à l'usine de traitement de Rémoville, l'eau potable est distribuée dans une trentaine de communes aux alentours de Châtenois. Le renouvellement du réseau aura donc un impact bénéfique sur son activité. Les travaux donc sur les tronçons fuyards vont nous apporter énormément de choses au sein même de l'usine, parce qu'on va du coup moins prélever d'eau dans nos 5 ressources. Également, on aura une baisse de la consommation d'énergie sur l'usine. Vous avez la grille là, et donc l'été dernier, on était limite pour alimenter la grille parce qu'il n'y avait plus d'eau. Enfin, le niveau du verre était vraiment très très bas. La Chavée, près d'Attignéville, est la source d'eau principale de l'usine. Son débit est de 200 m3 d'eau par heure en temps normal, mais peut descendre à 30 au moment de l'étiage. Un phénomène naturel, mais de plus en plus marqué. Les craintes, oui, il y en a, mais l'usine, vu qu'elle a 5 ressources possibles et mobilisables, on prend vraiment l'eau où elle est exactement et on compense. L'usine de Rémoville aura également droit à des travaux pour augmenter sa capacité de stockage. Le remplacement des conduites fuyardes, lui, devrait se terminer en automne. Il sera suivi de travaux d'étanchéité sur une dizaine de réservoirs d'eau. Voilà, et vous allez le voir, il n'y a pas que les collectivités qui se mobilisent pour préserver l'eau potable, les lieux de vacances aussi. Dans l'Hérault, un camping a décidé de sensibiliser les touristes sur l'usage de l'eau. Un enjeu d'actualité qui se décline en plusieurs actions. Un reportage de Mélanie Caron pour Via Occitanie, regardez. Un petit boîtier pour faire des économies. En 3 ans, ce camping a installé 37 engins comme celui-ci. Le but, détecter immédiatement les fuites d'eau pour éviter des pertes considérables. Pour cette année, on est limité à 87 000 m3 de consommation d'eau par an. Et grâce à ces boîtiers-là, donc sur 3 ans, on a économisé à peu près 30 000 m3 d'eau qui étaient dus à des fuites et qu'on a pu localiser grâce à ces boîtiers-là. Donc ça nous permet de respecter ces arrêtés-là. En moyenne, les fuites représentent 30% de la consommation d'eau. Un chiffre divisé par 3 pour le camping, grâce à des alertes en temps réel. Ici, on avait une canalisation qui a été fondue en 2, qui a causé une très grosse fuite, soit une fuite de 33 m3 par jour.
qu'on a pu réparer rapidement grâce à la télérelève. Et ce n'est pas tout. Pour sensibiliser les vacanciers à l'écologie, une zone de permaculture a aussi été installée avec l'aide des campeurs. Là, c'est le Club Ado sous forme d'atelier. On a fait avec eux cette spirale aromatique, donc ça permet à la fois de sensibiliser, de faire quelque chose de concret et de palpable. On sort un peu de tous les écrans, les réseaux sociaux et tout. On fait quelque chose de plus ancré avec la nature et qui fait du bien. Des ateliers ludiques comme ces hôtels à insectes qui responsabilisent les utilisateurs du site. Comment ils vont vivre sans maison? Parce que s'ils n'ont pas de maison, ils vont être dans le froid. Le camping prépare maintenant l'installation de son propre maraîchage pour fournir sa restauration. Voilà, l'eau encore dans ce journal qui peut être aussi responsable de la prolifération des moustiques tigres. Avec le retour des beaux jours et la hausse des températures, l'insecte est surveillé de très près par des agents spécialisés, comme vous le voyez sur ces images de la rédaction de 7 à Limoges. Des opérations de sensibilisation et d'éradication des larves ont été notamment menées dans plusieurs quartiers de la ville. Observé pour la première fois l'an dernier à Limoges, le moustique tigre se développe principalement dans des eaux stagnantes. Prudence donc si vous disposez d'un jardin ou d'un balcon. Bruno Le Maire était l'invité jeudi matin de l'émission Face au territoire sur TV5 Monde. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique était interrogé notamment sur la situation économique du pays. Écoutons-le. Une croissance à zéro à la fin de l'année 2022, 0,2% au premier trimestre 2022, une forte inflation. Est-ce que nous ne sommes pas en situation de stagflation en France? Je ne crois pas, et je pense que c'est ce que nous avons réussi à éviter. Au mois de septembre dernier, tout le monde me disait qu'il y aurait une récession. Septembre, octobre, novembre, décembre, tous les spécialistes me disaient vous allez avoir une récession, vous serez en territoire négatif, comme on dit. J'ai regardé les chiffres, je suis attentivement à la situation. J'ai toujours défendu l'idée que nous aurions une croissance positive en 23. Ce sera le cas. L'inflation, j'indiquais qu'à partir de l'été, elle devrait commencer à refluer. On a des tout petits signaux de reflux. Ils sont encore très modestes, mais quand vous regardez la moyenne de l'inflation, notamment la zone euro, on voit que nous commençons à maîtriser l'inflation. C'est lié essentiellement à l'augmentation des taux directeurs par la Banque centrale européenne. Oui, bien sûr, c'est la politique monétaire. C'est aussi le fait que les prix du fret baissent, que les prix de l'énergie baissent. Donc tout ça commence à avoir un impact. Voilà, l'économie, il en était également question il y a une semaine avec Franz-Olivier Gisbert, invité lui aussi de Face au territoire. L'éditorialiste et écrivain s'est inquiété du niveau de la dette française sur les antennes de TV5 Monde. Écoutons-le. C'est-à-dire qu'il faut voir un petit peu plus loin que le bout de la lorgnette, que la prochaine élection départementale ou régionale. Et puis, il faut essayer de prendre des mesures pour le pays. Et pour le pays, on ne peut pas continuer à avoir un pays qui dépense de plus en plus des dépenses publiques. Enfin, vous regardez, c'est une sorte de record mondial. Enfin, c'est complètement aberrant. Vous attribuez ça, cette mauvaise ambiance, aux dépenses publiques. Attendez, bien sûr, puisque l'économie, elle est plantée avec ça. Il y a des déficits, il y a l'endettement. Enfin, je veux dire, la croissance, elle vient quand vous gérez bien. On le sait, ça. On l'a vu dans les années en 1958 avec le général de Gaulle. Je dis pas qu'il faut attendre la femme ou l'homme présidentiel, ça c'est absurde parce que c'est pas comme ça que ça se passera. De Gaulle il est parti, il y a pas de personnage historique comme ça, enfin comment dire, à la disposition du pays. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudra que quelqu'un le décide, puisque vous savez très bien la situation aujourd'hui. Il faut dépenser de plus en plus et ça marche de moins en moins bien. Rien ne marche plus, les services publics ne marchent plus. Voilà. Et puis on dit tout le monde est débordé et rien ne va et rien ne marche. Voilà, Face au territoire avec Bruno Le Maire ou Franz-Olivier Gisbert est à voir ou à revoir sur le site internet de TV5 Monde et des partenaires de l'émission Ouest France, Nice Matin, France Antilles, 20 minutes, La Montagne Centre France et le magazine Le Point. Mardi 9 mai, nous célébrerons la journée de l'Europe. L'occasion pour les citoyens d'en savoir un peu plus sur les institutions du vieux continent. Une série d'événements est organisée en France et à Paris, notamment au sein de l'Europa Experience. Un lieu interactif qu'ont visité récemment des jeunes encadrés par la Maison de l'Europe des Yvelines. Un reportage de Mathis Godefroy et de Corentin Alonso pour Radio Sensation et TV78. Regardez. La raison principale, c'était pour instaurer la paix. En apprendre plus sur l'Union européenne et voyager tout en restant à Paris, c'est possible. Tout au long du parcours, les visiteurs découvrent des installations en réalité augmentée et même un cinéma à 360 degrés. Donc c'est un film de 8 minutes environ qu'on passe en boucle ici en bas.
Et c'est un film qui parle un peu de l'histoire de l'Europe, pourquoi nous, Européens, on s'est mis ensemble dans cette union, quelles sont les raisons. Et donc il y a un peu d'historique, mais après il y a aussi, surtout aussi une partie sur les défis futurs aussi. Autre expérience interactive, cette carte au sol. À l'aide d'une tablette, les visiteurs peuvent réviser leur géographie et s'informer sur divers projets européens partout sur le continent. Alors donc aujourd'hui, on est avec des jeunes du programme Move In, organisé par la Maison de l'Europe. C'est des jeunes en insertion professionnelle qui vont faire un stage Erasmus à Dublin ou Malaga. L'idée, c'est qu'ils partent en ayant connaissance de qui finance ce projet, et donc l'Union européenne, les institutions et les différents États membres, comment s'organise l'Union européenne et à quoi elle sert. Avant de partir en mobilité en Irlande et en Espagne, ces jeunes, originaires des Yvelines, ont pu en apprendre plus sur les institutions et sur les eurodéputés français. Alors, durant cette visite, je me suis rendu compte que l'Union européenne a joué sur beaucoup d'aspects, que ce soit dans la société en France, mais dans tous les autres pays, et que c'était très important. On ne se rend pas compte forcément de tout le spectre qui englobe l'Union européenne. Outre Paris, Strasbourg, Bruxelles, Tallinn et Berlin ont déjà leur Europa Experience. Objectif pour l'UE, ouvrir un espace de ce type dans chaque capitale européenne avant les prochaines élections prévues en 2024. Voilà, et si vous visitiez les locaux d'une entreprise avant, pourquoi pas d'y postuler? Cette initiative originale était proposée il y a quelques jours dans la Loire, un moyen efficace pour faciliter la rencontre entre employeurs et demandeurs d'emploi, mais aussi d'en savoir un peu plus sur les métiers qui recrutent. Images et propos recueillis par Anthony Verpillon pour TL7 dans la Loire. Ce que me disaient les personnes là, qui déposaient leur CV, elles disent le problème c'est que on passe par des filtres, comme les cabinets de recrutement, qui nous demandent des expériences, des diplômes qu'on n'a pas forcément, alors qu'on aimerait bien travailler dans tel ou tel domaine, qu'on est en reconversion. Et c'est peut-être ça qui bloque. Le fait qu'on n'arrive pas à mettre les gens en face les uns des autres, à discuter et à se dire pourquoi pas essayer. Tout à fait autre chose. Allez, si je vous dis Silène, Ail des ours, Égopode ou encore Bardane, ces noms vous sont peut-être inconnus. Il s'agit pourtant de plantes sauvages parfaitement comestibles. Passionnés de botanique et curieux étaient invités à une promenade découverte près de Metz. Une cueillette qui s'est ensuite terminée par un atelier cuisine suivi par Valentin Piovesan pour Moselle TV. Regardez ce reportage passionnant. Ils ne vont pas à la cueillette des champignons, ce groupe va cueillir des plantes sauvages. Ce matin, il y a ceux qui découvrent l'expérience et ceux qui s'y connaissent un peu plus. Alors là, on cueille juste la pointe d'une feuille pour laisser le reste de la feuille et permettre au bulbe de l'ail des ours de se régénérer. Passionné de botanique, Jean-Alain est venu chercher des connaissances supplémentaires. Je savais qu'il y avait des tas de plantes qu'on pouvait manger, mais après, faut savoir les identifier, faut savoir comment les ramasser, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et ça, c'est quelque chose que je pense que l'on a perdu. Perdu, mais remis au goût du jour par Valérie. Vous prenez une feuille et vous la froissez entre vos doigts et vous la sentez. Vous allez voir que sur les plantes, on n'a pas tous les mêmes palais, puis on n'a pas forcément l'habitude de manger les mêmes choses. Elle va leur expliquer et leur donner tous les conseils pour une cueillette réussie. Là, il y en a notamment une qu'on ne va pas ramasser parce qu'elle est encore trop petite. Ou alors les plantes qui sont là, pas en abondance. Je vais expliquer cette plante-là, on peut la manger, on peut faire ci, on peut faire ça, mais on ne va pas la ramasser parce que là, il y a 10 pieds. Aujourd'hui, le groupe va ramasser une dizaine de plantes de sous-bois et de prairies. Après 2 heures de cueillette, ils reviennent le panier bien chargé. Maintenant, il faut préparer cette récolte pour passer à table. Chacun met donc la main à la pâte. En apéritif, des toasts de pesto d'ail des ours qui s'annoncent colorés, un fondant à l'ortie pour le dessert, le tout accompagné d'un jus de pomme, là aussi à l'ortie. J'utilise des recettes traditionnelles. Et j'incorpore des plantes sauvages dedans. Au moment de la dégustation, la surprise gustative est au rendez-vous. Je trouve que c'est succulent, c'est surprenant de trouver des si bons goûts dans la nature. C'est des saveurs qu'on n'a pas l'habitude. C'est sympa. Cuisiner des plantes sauvages, c'est possible. Vous y penserez donc pour votre prochaine réception. Et bon appétit bien sûr.
Voilà, tout à fait autre chose. Elle est déjà une star du printemps et sera assurément incontournable cet été. La saison de la fraise bat son plein en ce moment en Nouvelle-Aquitaine. La collecte sous serre a même démarré il y a plusieurs semaines. Une saison légèrement plus avancée que les années précédentes qui influe sur le prix de la barquette au kilo. Alix Fourcade a suivi une gariguette de la branche à l'assiette. Un reportage pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Carminda fait la cueillette des fraises depuis 15 ans et comme tous les ans, la gariguette est la première variété de la saison. Le temps il est parfait, pas trop chaud ni trop froid, c'est parfait pour la fraise. Parfait pour la fraise, moins pour les producteurs. Leurs fruits ont tous mûri précocement, alors forcément, comme il faut écouler les stocks, les prix s'en ressentent. Le prix moyen a à peu près diminué de 80 centimes à 1 euro le kilo par rapport au prix qu'il y avait l'année dernière. C'est pas catastrophique, attention, la saison n'est pas finie, c'est correct. Le premier bilan, on le fera mi-mai, où vraiment tous les premiers jets sont terminés, et là on verra si ça s'est bien passé. Dans son exploitation d'une dizaine d'hectares, Sylvie Delorier-Zanutig récolte aussi des framboises et des kiwis jaunes pour ne pas dépendre d'un seul produit. Car elle n'a aucun pouvoir sur les prix auxquels ces fruits sont vendus aux consommateurs. Il faut savoir que le prix final que paie le consommateur, ce n'est pas le producteur qui le décide, ce n'est pas non plus le bureau de vente. Le prix final, c'est bien le distributeur qui l'affiche, donc c'est lui qui doit pouvoir faire le dernier geste. La productrice appelle d'ailleurs les distributeurs à mieux rémunérer les agriculteurs, une manière de défendre la filière française face à la concurrence rude de l'Espagne notamment. Un combat que mène aussi le chef Fabien Beaufour du 133 à Bordeaux. Il ne cuisine que de la fraise française en version sucrée et salée. On la connaît plus sous le sucré, mais nous en cuisine, l'acidité de la fraise va permettre d'aller contrebalancer un foie gras, une poitrine de porc, même du canard des fois. Donc on peut jouer avec cette sucrosité. Le chef propose d'ailleurs en ce moment un gazpacho de fraises au menu. Alors, on a un peu de poivron pour la base, concombre, du pain toasté et les gariguettes. Une belle recette que l'on pourra déguster jusqu'à la fin de la saison de la fraise en octobre. Des fraises, mais aussi des kiwis, des mûres, mais surtout de la charcuterie et du fromage. Direction maintenant la Bretagne, dans cette édition à la rencontre du vice-champion de France. Écoutez bien, de la planche apéritive. Et oui, la première édition de ce drôle de concours s'est tenue il y a quelques jours à Paris. Médaillé d'argent donc, un militaire reconverti en fromager. Un sujet appétissant de Capucine Collin-Guillochin pour TVR à Rennes. Cet homme est un expert. Il est même l'un des meilleurs Français. Mais saurez-vous deviner dans quel domaine ? Gauthier Ducret, vice-champion de France de la planche apéritive 2023. Et oui, la planche apéro a désormais son concours national. J'ai décidé de faire un bouquet de fleurs en fromage et charcuterie. Le Brétilien a présenté ce qu'on appelle 3 tableaux sur le thème du printemps. Un seul mot d'ordre, l'équilibre. Car oui, la planche apéritive, c'est tout un art. J'avais mes idées en tête, fallait juste respecter le timing pour tout mettre ça sur un plateau. Gauthier Ducret s'est donc placé 2e. Pas si mal pour un officier de la marine marchande reconverti en fromager depuis seulement 2 ans. Mais alors, c'est quoi le secret de la bonne planche ? La bonne planche pour moi, voilà, il faut que ce soit une planche déjà colorée. Le beau attire le bon, forcément. Il faut que ce soit très équilibré au niveau des fromages qu'on met, qu'on propose et au niveau de la charcuterie. On rajoute un peu de sucré pour justement parfois casser le côté salé que peut avoir la charcuterie parfois. Voilà. Il faut toujours qu'on puisse grignoter et qu'il y ait toujours une envie de reviens-y. Quoi. Du coup, ce sera une planche juste apéritive. En tout cas, il n'y a pas que le jury de conquis. 6 personnes, mixte. Ouais. La star, ici, c'est la planche qui représente près de 50% du chiffre d'affaires de la boutique. C'est goûtu, voilà, c'est varié, c'est des paysages, des plateaux magnifiques. Quoi. Le commerçant retentera le concours l'année prochaine. En attendant, il continuera de s'entraîner. Rien que cet été, il devrait en concocter plusieurs centaines. Voilà qui donne envie. Allez, sans transition, direction la Corse, où se déroulait l'une des manches du championnat de France du LM. L'occasion de découvrir ces très belles images aériennes de nos confrères de Télépaésé. L'île de beauté et son cadre féerique accueillaient pour la première fois un tel événement. Propos récoltés par Marc-Antoine Muccelli. Écoutez.
Les meilleurs pilotes sont là. Vous avez la crème de la crème. Ce sont vraiment les plus précis. Vous avez vraiment des très bons pilotes et des très bons pilotes corses également, qui sont aujourd'hui compétiteurs ici. Au niveau des règles, cette compétition, on se pose sur l'herbe. Plusieurs avions, 2 types de catégories. Expliquez-nous un petit peu ces réglementations d'aujourd'hui. Alors l'objectif est de décoller très court et d'atterrir très court. On va additionner les 2 performances et c'est ça qui fait la performance totale. Voilà, et dans la Sarthe, ce sont les moteurs des vieilles automobiles qui vrombissaient dans les rues du Mans pour la 38e édition des courses des 2 et 5 litres. Objectif, parcourir une courte distance en consommant le moins d'essence possible, mais aussi et surtout se faire plaisir en observant ces mythiques voitures. Des images de Colin Ancel pour LMTV Sarthe. La passion, le partage, ça fait une trentaine d'années qu'on collectionne, que ce soit les voitures, les motos ou les vélos. C'est un peu papa qui m'a transmis la passion, donc j'aime bien. Voilà, et pour ceux qui préfèrent les performances un peu plus sportives, il vous faudra patienter encore jusqu'au 10 et 11 juin pour suivre cette fois-ci les 24 heures du Mans. Allez, sans transition, ouvrons une page culture dans cette édition avec d'abord ces images du journal La Marseillaise qui a pu filmer la restauration de 2 œuvres monumentales du plasticien Victor Vasarely à Aix-en-Provence. Un travail évidemment minutieux qui s'étalera jusqu'au mois de juillet au cœur de la fondation créée par l'artiste. Précision au micro de Charles Louas de La Marseillaise. Notre travail consiste en la compréhension en fait, du support sur lequel on intervient. On commence toujours par procéder à une phase de test préalable pour comprendre les matériaux et comprendre également avec quel type de méthode est-ce qu'on peut intervenir. C'est la raison pour laquelle en fait, vous avez le labo dans l'alvéole d'à côté. Donc il y a une très grosse phase en chimie où on procède à des prises de mesure, pH, conductivité, réflexion de la surface, etc. Pour vraiment être sûr qu'on se cale au mieux sur l'aspect esthétique de l'œuvre, sa composition. Voilà, et puis Yasmine Gata est la nouvelle lauréate du prix littéraire de la Closerie des Lilas. La romancière est récompensée pour son dernier livre intitulé Le Testament du prophète, publié aux éditions Bouquin. Dans cet ouvrage, l'auteur raconte entre réalité et fiction le retour pour le moins compliqué d'une romancière de renom dans son village natal. Félicitations à elle pour ce prix. Voilà, allez, on referme ce journal avec une balade au cœur de la baie de Somme. La rédaction de WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord et du Courrier Picard, nous conduit à la découverte des richesses insoupçonnées du littoral picard. L'estuaire de 72 km² regorge, vous allez le voir, de nombreux secrets. Une sortie au grand air et au rythme des marées que nous propose Jérôme Houbron. Regardez. Allez, vas-y, pousse comme ça, tac, et on pousse bien comme ça. Il faut mettre la main à la pâte pour poser les yeux sur ce que la baie de Somme cache en son sein. C'est le départ d'une visite guidée entre terre et mer. C'est ça qui est passionnant, c'est que ce sont en fait des alevins. Alevins, crevettes, crabes, une vie cachée et invisible, témoin de tout un écosystème. C'est une découverte, effectivement, cette vie cachée et complètement invisible. C'est vrai qu'il faut absolument venir sur place pour se rendre vraiment compte de tout ce qu'il y a à découvrir. La découverte de ces 72 km de baie se poursuit sur l'estran, là où le sable est chaque jour recouvert par une mer qui façonne le paysage et nourrit la faune locale, à l'image de ces huîtres épis venus se repaître de quelques crustacés. Ce qui est extraordinaire, c'est le fait que c'est chaque jour renouvelé en fait. On ne sait jamais exactement quelle va être la surprise que la mer nous a apportée et que la marée basse va nous faire découvrir en fait. Au fil de la balade, une chasse se met en place, quand les premières traces de phoques apparaissent. On peut voir qu'il y en a plusieurs par là. On va aller regarder ça. Ça veut dire que peut-être qu'ils reviendraient par ici tout à l'heure. Et c'est quand la mer monte, qu'elle reprend ses droits, que ses habitants bien connus du site cherchent un nouveau lieu où s'installer. Un moment idéal pour ceux qui traquent la belle image. Ça fait toujours quelque chose de pouvoir voir des animaux comme ça. Je pense que quel que soit le type d'animaux, et voilà, de voir des phoques en baie de Somme, c'est incroyable. Un spectacle incroyable qui rappelle au passage la nécessité de protéger la biodiversité locale.
On a des individus, des mammifères marins, une faune particulière sauvage qui vit ici, dont il faut aussi prendre conscience et être attentif. Donc tu vois, c'est cette notion du beau qui vient te toucher et qui fait que ça t'ouvre un peu les yeux en fait. Ouvrir les yeux sur la richesse de la baie de Somme, sur une mer nourricière et indomptable. Sur la place de l'homme dans cet équilibre, c'est peut-être là que réside la plus belle découverte. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi le Grand Journal des Territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.